avons le plaisir de vous présenter votre toute nouvelle émission Femmes de presse. Chaque mois, nous irons à la rencontre d'une femme qui évolue dans la presse. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir Madame Ourey Thiam Prera. Madame Thiam, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et je vous remercie pour cette invitation. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Ce nouveau concept a été créé pour mettre en valeur les femmes qui évoluent dans la presse. Vous êtes une référence pour certaines jeunes. Aujourd'hui, on va vous demander d'abord de vous présenter à nos internautes. Oui, d'abord, merci à Tché Dakar pour ce numéro de Femmes de presse, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude de poser des questions. Cette fois-ci, on donne la parole à celles qui évoluent dans le monde de la presse ou qui ont eu à le faire. C'est déjà bien parce que ça permet de voir l'autre facette de ces gens qui ont l'habitude de poser des questions à d'autres personnes. Donc, je vous remercie de faire de moi votre premier invité. Par rapport à la présentation, comme vous le savez, je suis Madame Prera, Ourey Thiam, journaliste et épouse de journaliste. Donc, j'ai eu la chance de connaître mon mari à travers le CISTI. Donc, nous, la presse, c'est un peu notre vie de tous les jours, comme je dis. Et depuis 20 ans maintenant, nous sommes dans ce milieu, moi particulièrement. J'ai eu à faire le CESTI comme bon nombre de journalistes. Ensuite, je suis allée à l'agence de presse sénégalaise. Je suis également passée par le groupe Futur Média avec la radio RFM à ses débuts. Par la suite, j'avais déjà fait Radio Oxygène de Pékin, vraiment qui a été une école de référence pour les jeunes de notre âge à l'époque. Ensuite, je suis allée à la RTS et depuis lors, j'ai été connue, reconnue et identifiée en tant que journaliste de la RTS. Donc, c'est une fierté pour moi de pouvoir échanger sur ce parcours que j'ai eu à travers les médias. 20 ans d'expérience, c'est pas fortuit. Vous avez eu à rencontrer peut-être des hauts et des bas. Ce métier, vous l'avez fait par passion ou bien... Oui, c'est un métier véritablement que j'ai fait par passion. Parce que quand même, comme tous les jeunes enfants de l'école primaire, à chaque fois qu'on demandait quel est le métier auquel vous aspirez, quel est le métier que vous voulez faire, moi, c'était automatique, c'était journaliste. Alors, heureusement que même à l'école, j'ai fait l'école Seydou Nourou Tall de Pékin, tout le monde a su très tôt que je devais faire journalisme. Et même dans les clubs scolaires et autres, j'étais souvent programmée pour celles qui devaient faire des émissions à blanc à l'école, tellement cela m'intéressait. Dans mon association également, l'association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal, qui a contribué à une partie de ma formation, j'ai toujours été la présentatrice ou bien la membre du club de presse des camps de vacances que nous organisions. Donc, sans aucune expérience, on était là devant le micro à parler, à reporter ce qui se passait dans la journée. Et vraiment, c'était prémonitoire pour nous. Mais c'était une passion et cette passion, elle est toujours là. Même après 20 ans, cette passion est toujours intense. Donc, on peut dire que vous êtes née journaliste? Bon, je peux dire que je suis née avec cette passion de journalisme, cette passion que j'ai de ce métier. J'adore ce métier, j'adore rendre compte de ce qui se fait. Dans ma famille, souvent, je rends compte de tout. On me dit que quand j'arrive, on dit « journaliste, excellent ». Donc, ça veut dire que rien ne sera méconnu des autres qui sont absents. Donc, je suis très forte en reporting. J'adore dire ce qui s'est passé en l'absence de tout le monde. Et le journalisme également, pour moi, est vraiment un art qui a très tôt été découvert par beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, peut-être qu'il est plus ou moins en train d'être dévoyé, malheureusement, parce qu'on voit beaucoup de dérives dans la presse, c'est dommage, mais c'est un art noble. Le fait de pouvoir représenter ces millions de Sénégalais qui sont chez eux, qui n'ont pas accès à l'information et qui, aujourd'hui, grâce à l'engagement des journalistes, savent ce qui se passe et peuvent se faire eux-mêmes leur propre opinion. L'information est une
source importante de compréhension, de formatage de l'opinion publique. Et c'est important qu'on puisse donner en toute intégrité la bonne information à ses concitoyens afin de leur permettre de prendre souvent les bonnes décisions. Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans la presse sénégalaise? Je pense que quand même, les femmes ont réussi à se faire une bonne place parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas très présentes dans les instances de décision. Elles ne sont pas très représentées dans le top management des médias et c'est un peu dommage. Mais quand même, elles sont très visibles sur les écrans. Elles sont très présentes dans les signatures de journaux, de presse écrite. Elles sont très présentes à la radio. Donc, dans la technostructure du journalisme, les femmes sont très présentes. Maintenant, est-ce qu'elles sont absentes des directions parce qu'elles sont femmes ou qu'elles ne sont pas compétentes ou parce qu'elles n'ont pas eu la chance d'être promues? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense que les femmes ont encore de la place à se faire, ont encore du chemin à faire, ont encore des batailles à gagner dans ce métier. Il ne suffit pas d'être bonne journaliste, d'être bonne présentatrice, d'être bonne reporter pour pouvoir avancer. Je pense qu'aussi, au-delà de ça, on a besoin d'autres compétences managériales, de direction, de leadership qui nous permettent de pouvoir avancer. Et très souvent aussi, elles ont besoin d'être accompagnées par rapport à ça. Et aussi, on invite les hommes à leur faire davantage de place. Qu'on ne les mette pas souvent à l'écran parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont un beau sourire ou un beau maquillage ou un beau greffage ou un beau foulard, elles passent bien. Mais je pense qu'il faut aussi leur faire confiance, essayer de les mettre à des postes de responsabilité où elles peuvent gérer. On a eu de très bonnes responsables femmes, à l'image des Nyanya Sidibé, à l'image des Diatou Cissé, à l'image des Jacqueline Fatima Bokoum. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'autres Maïmouna Ndour Faye, d'autres Ndeye Astou Gueye, d'autres femmes leaders dans les médias. On les cite aujourd'hui sur le bout des doigts. On a besoin de femmes responsables au sein des médias pour pouvoir parfaire le tableau qu'on a de la presse sénégalaise. De par votre expérience, 20 ans, vous avez fait 20 ans dans la presse, vous êtes femme. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui aux dames de la presse pour être dans le top management, dans les rédactions, dans les maisons de presse? Je pense que ce que les femmes devaient faire au plan personnel, elles ont essayé de le faire du mieux qu'elles ont pu, mais n'oublions pas qu'il y a un plafond de verre qui est là. Très souvent, nous, en 2009, on avait un directeur général qui nous taquinait souvent parce que cette année, on était 3 collègues à être partis en congé de maternité et notre directeur nous taquinait en nous disant « Ah oui, mais l'année dernière, vous étiez déjà en congé de maternité. Donc, 1 an après, vous voulez repartir parce qu'on était en état de grossesse. Donc, il va falloir faire des demandes avant de repartir. » C'était taquin, c'était drôle, mais c'est ça la mentalité aussi. Notre statut de femme, très souvent, nous retarde par rapport à la progression des hommes, alors que tel ne doit pas être le cas. Aujourd'hui, à compétences égales, on doit pouvoir aider les femmes à avancer. Et surtout que les femmes s'impliquent à fond. Peut-être qu'il y a des contraintes, elles sont femmes, elles sont mariées, elles sont souvent mères de famille, elles sont appelées à partir en congé de maternité, à aller chez le pédiatre plus souvent que les hommes. Mais n'oublions pas que les femmes sont excellentes en tant que femmes de presse, elles sont excellentes en tant que professionnelles des médias, elles sont excellentes en tant que managers, elles sont excellentes en tant que leaders dans les maisons de presse. Et aujourd'hui, on voit que toutes les équipes qui sont gérées par des femmes produisent des résultats extraordinaires. On avait une Aminatou Mohamed Diop au quotidien, on avait une Jacqueline Fatima Bokoum à Sud, on avait une Nyanya Sidibé à la RTS, on avait une Ndeye Astou Gueye à Sen TV et à Walf, on avait une Aïssatou Diop Fall à un moment donné, mais les femmes ont essayé de jouer le rôle qui était qui leur était dévolu et elles l'ont bien fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de générosité pour qu'il y ait plus de femmes à des postes de responsabilité et également plus de journalistes formés, de journalistes filles qui sont bien formées à bonne école et qui pratiquent le métier de manière irréprochable. Je n'aime pas voir des filles parce que tout simplement, elles sont belles, bombardées comme ça. Je préfère avoir une femme bien formée, bien mature. Le physique importe peu, la forme
plastique importe peu. Ce qui est important, c'est ce qu'on a dans la tête. Il faut qu'on se batte à faire de telle sorte qu'on soit excellente partout où on est. D'accord. Vous dites que le physique importe peu, mais aujourd'hui, dans la majorité de nos plateaux télévisés, on voit des femmes qui sont belles. L'esthétique prend le dessus sur les compétences. Est-ce que ce n'est pas aussi au niveau des dames de décider de changer cela? Non, en fait, vous savez, malheureusement, l'habit ne fait pas le moine, mais peut-être qu'il participe à l'identifier. C'est notre drame aujourd'hui. Quand quelqu'un apparaît à la télé, la première chose qu'on regarde, c'est qui rafet, qui ñaaw, elle est belle, elle n'est pas belle. Alors que pour un homme, ça passe mieux. L'esthétique n'est pas trop important. Alors qu'on aurait pu avoir de très bonnes professionnelles qui sont excellentes dans leur métier et qui ne se soucient pas à 100% de leur physique. Aujourd'hui, si on met en avant le physique, tout le monde va se ruer sur le dernier greffage, le dernier maquillage, la dernière tenue, en oubliant la bonne fiche, en oubliant de bien préparer ses interviews, en oubliant de bien travailler son niveau, en oubliant d'être quelqu'un qui est à la page, qui maîtrise ses informations, qui maîtrise un peu son sujet pour être quelqu'un d'irréprochable au plan professionnel. Maintenant, on se soucie tellement du paraître qu'on oublie le contenu. Qu'est-ce qu'on va dire à ces millions de gens qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on va dire de plus que ce que ces Sénégalais connaissent déjà? Qu'est-ce qu'on apporte de nouveau? Quelle est la valeur ajoutée de ce journaliste qui est là devant nous et qui est à son poste en train de poser des questions? Qu'est-ce qui est le plus important entre ce qu'on donne ou la façon dont on le présente? Donc, il faut aussi qu'on ait cet équilibre-là. C'est vrai que ce serait top d'avoir une très belle femme à l'antenne, d'avoir un cerveau bien rempli, d'avoir une belle plastique et d'avoir un compte rendu formidable. Mais puisqu'on ne peut pas avoir tout, il faut prioriser. Et pour moi, la priorité doit être à la compétence. Maintenant, chacun doit faire son choix. D'ailleurs, vous êtes à la RTS, vous animiez une émission politique qui malheureusement ne passe plus à la télé. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet arrêt? L'émission que je faisais, effectivement, a été arrêtée il y a quelques années par la direction de la RTS. Maintenant, la direction, elle est libre d'apprécier ce qui doit être programmé à l'antenne ou doit être retiré. Cette direction a pensé qu'elle devait arrêter cette émission sans m'en donner des raisons. Je n'en fais pas de commentaires, je constate, je prends acte et comme tous les Sénégalais, on a constaté que ces émissions ont disparu de la grille. Je n'en fais pas un malheur parce que tout simplement je me dis que c'est leur choix, c'est leur liberté en tant que direction. Aujourd'hui, le directeur général est le mieux placé pour savoir qui passe, qui ne passe pas, qui programmer, quel produit mettre sur sa télé. Libre à lui de voir. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont pensé que je n'étais plus adaptée à ce qu'ils voulaient ou bien qu'ils avaient envie peut-être de faire avec d'autres personnes. J'ai pris acte et chacun a continué dans sa voie. Ça ne fait pas de moi une victime. Je constate, comme tous les Sénégalais, on a constaté qu'il y avait un très bon produit qui passait de manière très équilibrée et qui a été retiré des antennes. Ça, c'est leur choix, c'est leur liberté. Maintenant, je suis agent de la RTS. Je continue à rester agent de la RTS, même si pour le moment, actuellement, je n'y suis plus. Pour le moment, depuis le 2 janvier, je ne suis plus à temps plein là-bas. Mais c'est un constat, c'est un regret de voir que les productions ne durent pas sur nos antennes. Et c'est dommage parce que tout simplement, on a l'habitude de faire selon la tête du client ou la tête du professionnel qui est là. Donc, alors que un concept, c'est quelque chose qui appartient aujourd'hui au public. Aujourd'hui, un concept, il ne doit pas tout simplement être retiré parce qu'on a des soucis avec telle personne ou bien qu'on a jugé qu'il y a eu une faute qui a été commise, mais tout peut être réglé et les concepts doivent survivre. Aujourd'hui, on voit, il y a des rendez-vous sur les chaînes internationales qui durent 10 ans, 20 ans. Moi, quand j'ai vu le grand jury sur RFM qui a fêté ses 10 ans, j'ai dit, voilà, 10, 15 ans pour un concept, c'est ce qu'on appelle de la constance. Malheureusement, aujourd'hui, regardons sur nos chaînes de télé,
quel est le concept qui dure autant. On n'en a pas beaucoup et c'est dommage parce que tout simplement ici, on confond le concept très souvent avec l'animateur et c'est bien dommage. Mais est-ce qu'on peut parler de favoritisme alors à la RTS? Parce que souvent, c'est ce qui se dit. Vous avez été victime de Je cela. préfère ne pas me prononcer sur cela. Je préfère prendre les choses avec philosophie, tourner cette page et avancer. Et vraiment, c'est une page qui est tournée, qui est derrière moi depuis longtemps. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde a constaté votre combat pour les hijab. C'est un fait c'est une chose qui est acquise. La majorité des femmes aujourd'hui se voilent, elles sont fières de le montrer. Il y en a qui en sont devenues aujourd'hui des stars de YouTube, d'Instagram. Que vous inspirent ces jeunes femmes-là? Oui, c'est une fierté parce que moi, quand je démarrais, en 2006 déjà, quand j'apparaissais pour la première fois à la télé, grâce à la générosité d'un supérieur hiérarchique qui s'appelait Mamadou Ndjegen, et qui a eu cette générosité de dire on la programme, malgré tout ce que les gens pouvaient penser, oui, elle est voilée, comment une voilée peut sortir à la télé. Elle a dit, elle est voilée, elle sort du CESTI, elle fait partie des meilleurs journalistes de sa génération, on la met à l'antenne. Et quand il l'a fait, on a essayé de faire de notre mieux pendant plusieurs années pour ne pas décevoir cette image, pour ne pas décevoir cette personne qui avait confiance en nous, mais également pour représenter dignement cette image qu'on avait. Parce que voir une femme voilée à la télé, ce n'était pas évident, même si aujourd'hui, alhamdulillah, c'est devenu à la limite banalisé, parce que tout simplement, c'est dans l'ordre normal des choses maintenant. Les femmes sont voilées et l'assument. Mon plus grand combat, c'était que les femmes voilées puissent s'assumer en tant que femmes et oublier qu'elles sont voilées. Moi, il m'arrive très souvent d'oublier que je porte le hijab. Très, très, très souvent, il m'arrive de l'oublier parce que tout simplement, pour moi, c'est quelque chose de naturel en moi. Pour moi, c'est quelque chose de normal. C'est comme se réveiller un beau matin et se mettre sur son 31 avec sa propre identité. Le voile, c'est une identité pour moi. Donc, notre combat, c'était de faire de telle sorte que les femmes voilées puissent être jugées à leurs compétences, à leur capacité professionnelle à s'adapter dans leur environnement de travail, dans leur environnement social, etc., mais pas à être jugées sur leur habillement. Donc aujourd'hui, il est heureux de voir que des avancées considérables ont été effectuées. Vous vous rappelez du combat qu'on avait eu avec les cartes d'identité lorsqu'il a été question de nous faire enlever une partie de notre voile pour avoir les pièces d'identité. Et vraiment, heureusement qu'on a eu des autorités qui ont été très compréhensives par rapport à ça et qui ont pris leur responsabilité de dire les femmes voilées ont le droit de rester voilées sur leur identification. Donc, elles n'ont pas besoin de l'enlever et heureusement, depuis lors, ça continue. Maintenant, dans les médias aussi, on voit d'excellentes journalistes aujourd'hui qui portent le hijab ou bien des gens qui avaient commencé et qui ont par la suite mis le hijab. Je pense qu'aujourd'hui, Oumy Ndour, elle est l'une des meilleures journalistes de sa génération. Ça, je le dis avec fierté. C'est une référence pour nous toutes. Et tout le monde connaît Oumy Ndour avec son voile. Et vraiment, je pense que c'est des gens qui ont réussi à déplacer des montagnes par rapport à ça et des professionnels des médias qui ont eu à faire des choses extraordinaires dans ce milieu, que ce soit au Sénégal ou sur l'international, mais qui sont restés avec leur hijab. Aujourd'hui, quand on voit une Awa Mbaye sur la RFM et la TFM, quand on voit une Neyastou quand elle était à Sen TV et à Walf, quand on voit dans toutes les chaînes maintenant de télé, c'est devenu banal. Pour moi, le voile n'est pas tabou à l'antenne. C'est juste un habit. C'est comme vous avez mis votre perruque, moi j'ai mis mon voile et on avance. Quelqu'un apprécie votre perruque, quelqu'un d'autre apprécie mon foulard. L'essentiel, c'est ce qu'on donne aux gens. C'est la même chose. C'est la même chose. Et alhamdulillah, le Sénégal est un pays de tolérance. Le Sénégal est un pays où on respecte les gens dans la diversité. C'est un pays de grande diversité. Et le foulard aujourd'hui, notre conception qu'on a, pour nous, une femme musulmane, a le devoir de le porter. Peut-être que quelqu'un d'autre n'a pas cette conception, mais ce qu'on demande, c'est que cette personne nous respecte avec notre conviction et le Sénégal continuera d'être ce très beau pays qu'il est et qu'on adore. Merci pour ces éclaircissements. Maintenant, nous allons peut-être vous demander de nous expliquer comment une femme journaliste peut cumuler le travail de journalisme et faire du business en même temps du commerce. Parce qu'on voit aujourd'hui que beaucoup de femmes journalistes sont dans le commerce.
C'est difficile peut-être pour certaines. Vous avez eu peut-être à le faire très tôt, vous l'avez réussi. Qu'est-ce que vous leur dites à ces dames-là qui cumulent business et journalisme? Voilà, il n'y a pas que les femmes journalistes qui font du commerce, hein. Toutes les femmes en font. Parce que tout simplement, peut-être que les gens ne gagnent pas suffisamment, peut-être, je ne sais pas. Mais en fait, moi, effectivement, j'ai très tôt touché à... J'ai eu très tôt ce fibre de businesswoman parce que c'est depuis le lycée que j'ai commencé à faire du commerce. Ça, je le dis et je le répète partout. Depuis le lycée Lamine Gueye. Donc, toutes les femmes de ma génération avec qui j'ai été au lycée Vanvo s'en souviennent. Je venais avec des foulards à vendre, avec des tontines à organiser. Et ça m'a poursuivi, que ce soit à la fac, que ce soit au CESTI. Et même quand je suis sortie, c'était tout le temps, parce que j'avais tout le temps cette envie de faire du business en parallèle. Et depuis quelques années, je suis à fond dedans, ça tout le monde le sait, parce que tout simplement, je crois à l'auto-entrepreneuriat. Je crois à ce qu'on appelle des revenus passifs, des revenus supplémentaires. J'ai eu la chance également d'avoir été dans des cercles de formation où j'ai côtoyé très tôt de grands leaders qui nous ont expliqué l'importance de s'assurer de revenus supplémentaires pour être à l'aise. Aujourd'hui, on est journaliste. La meilleure façon de nous protéger, c'est de ne pas être dépendant de notre métier. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait que je règle très tôt. Ne pas vivre essayer d'éviter au maximum de vivre de corruption, de vivre de petites monnaies qu'on nous jette comme ça. Faire de telle sorte qu'il fallait que je sois libre dans ce que je fais. Et la meilleure façon d'être libre, c'était de pouvoir être à l'abri de certaines pressions, surtout financières. Donc, j'ai commencé très tôt, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai vendu du ketchup, j'ai vendu énormément de choses. Mais ça m'a fait plaisir parce que tout simplement, ça m'a donné une grande expérience par rapport à beaucoup de choses que je faisais. Et alhamdulillah, j'ai fait beaucoup de formations également en leadership, développement personnel et qui m'ont permis de pouvoir comprendre qu'il fallait que je construise quelque chose de solide pour moi et pour l'avenir également. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui est une voie royale. On voit aujourd'hui dans le cadre de la crise du Covid, le Sénégal s'en sort relativement bien parce qu'on a un tissu très informel. Et ce tissu informel, il est très puissant. Aujourd'hui, ce secteur informel fait vivre l'économie sénégalaise. On ne s'en rend pas compte, mais ça fait bouger tout ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, ce secteur a besoin d'être encadré. Et dans ce secteur, il y a énormément de femmes. Il y a énormément de jeunes dames. Regardons le digital aujourd'hui. Allez sur les réseaux sociaux. Toutes les femmes vendent quelque chose. Même des produits de petite consommation et sont commercialisés. On voit quelqu'un qui te dit « Je propose du nokos sans bouillon, le pot à 5 000, livraison gratuite, etc. etc. » Tous les services sont présents. Et ces femmes sont des femmes actives qui, à côté de leur activité, font d'autres activités en parallèle. Je préfère m'investir dans ça plutôt que de passer mon temps à faire autre chose. Maintenant, l'auto-entrepreneuriat, et aujourd'hui, j'essaie d'accompagner beaucoup de femmes qui sont dans ça, en leur faisant comprendre que même avec un investissement de 100 000 francs, on peut créer un business qui marche. Avec un investissement de 200 000, on peut créer une activité qui marche. Même avec un investissement de 0 francs, on peut avoir un business qui marche. J'expliquais récemment à de jeunes étudiants, je leur expliquais un concept qui me tient à cœur, le concept Ndougalma. Je dis, vous êtes étudiante, ok, vous n'avez pas d'argent, ok, mais vous avez votre temps. Organisez-vous pour proposer vos services à des gens qui n'ont pas le temps et allez leur faire leurs courses au marché. Prenez les listes de courses, allez faire les courses, moyennant une commission, par exemple, de 5 000 francs par course. Et là, on se rend compte que c'est de petits concepts comme ça que les gens peuvent développer. Aujourd'hui, le concept fauteulement, tout le monde cherche une lingère. Tout le monde cherche à amener ses habits à se faire linger. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas se retrouver dans de toutes petites structures qui font le tour des maisons pour récupérer le linge, qui achètent des machines à laver et qui peuvent le faire ou bien qui prennent, s'ils n'ont pas les moyens d'acheter des machines à laver, qui prennent des dames qui font le linge, qui les organisent et qui jouent la carte
de l'intermédiation professionnelle. Je récupère ton linge, je le donne à la lingère, j'ai une petite commission de 1500 ou de 1000 francs si je le fais sur 10 lots que je récupère, mais c'est une cagnotte, etc., etc. Voilà aujourd'hui ce sur quoi j'essaie d'aider les gens et ce sur quoi j'essaie de travailler. Maintenant, au-delà de ça, j'ai une autre passion qui est aujourd'hui une passion visible de tout le monde, c'est la passion pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Tout le monde me voit passer mon temps à parler de parce que je suis une passionnée du tourisme religieux, je suis une passionnée du pèlerinage à la Mecque. J'ai vu comment ça se passait, je me suis dit, je peux faire quelque chose. De là où je me trouve, je peux apporter une pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, alhamdulillah, je suis en train de me battre dans ce secteur-là pour pouvoir apporter ma modeste contribution. Et mon passé de journaliste également m'aide beaucoup parce que tout simplement, la communication est la principale clé pour pouvoir avancer dans beaucoup de choses et on l'utilise. D'ailleurs, cette année, là, il n'aura pas lieu. Malheureusement. Qu'est-ce que vous allez faire? On regarde le calendrier, on se dit, waouh, à pareil moment, on était en train de faire les bagages, on était vraiment en train de donner les passeports, les visas pour partir. C'est triste, c'est vraiment avec un pincement au cœur qu'on constate qu'on ne pourra pas le faire, mais c'est indépendant de la volonté de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui avaient l'habitude de partir à la Mecque sont désorientés parce que cette période de Tabaski ne nous trouvait jamais au Sénégal. Mais alhamdulillah, ala kulli hal, comme on dit, ce qu'on compte faire, c'est tirer des leçons de ce qui se passe et nous organiser pour mieux préparer les prochaines éditions et surtout mettre à profit cette année blanche au plan professionnel pour pouvoir nous organiser, même si pour le moment, on n'a pas encore de soutien de l'État. Les gens ne sont pas encore pris en compte dans le plan de riposte Covid parce qu'on est tiraillé entre deux ministères, le ministère des Affaires étrangères et le ministère du Tourisme. On ne sait pas encore qui gère notre dossier par rapport à cette prise en charge, mais on attend. Mais c'est très triste quand même, on le vit difficilement. On le vit difficilement parce qu'on avait l'habitude vraiment d'être dans le bain, d'être à fond dedans. C'était une passion qui nous tirait vers... avec des sentiments extraordinaires et c'est très dur de voir que cette année on ne sera pas devant la Kaaba, Inch'Allah. Mais qu'est-ce qui explique le fait que les commissions chargées du pèlerinage ne sont pas prises dans le plan de riposte force Covid-19? Ce n'est pas la commission, c'est les voyagistes. Nous sommes 286 organisateurs privés du pèlerinage au Sénégal. Maintenant, parmi ces organisateurs, nous avons des structures qui sont des agences de voyage. Ces structures qui sont des agences de voyage sont prises en compte par le ministère du Tourisme. Mais la majorité, plus de 70% de ceux qui organisent le pèlerinage ne sont pas des agences de voyage. D'habitude, c'est des gens comme moi, des passionnés qui sont là, qui organisent, qui n'ont pas de licence de tourisme, qui organisent le pèlerinage, qui ont un agrément pour organiser le pèlerinage à la Mecque. Et ces gens-là sont rattachés au ministère des Affaires étrangères. Parce que l'État du Sénégal avait considéré que le Hajj est un instrument diplomatique et a voulu le garder au niveau du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, par rapport à la prise en charge, on nous a toujours dit, oui, vous êtes prise en charge dans le secteur du tourisme de manière générale. Mais c'est au finish qu'on s'est rendu compte que ces structures ne sont pas prises en compte dans le secteur du tourisme et qu'aujourd'hui, on est entre le marteau et l'enclume, mais nous continuons à espérer que l'État va corriger cela et que ces Sénégalais de bonne foi, qui sont des investisseurs, qui travaillent dans un secteur bien déterminé et qui ont décidé de s'engager, vont être pris en compte pour cela. En attendant, le temps que les choses se tassent, on retourne à nos vieilles passions, on se met à lire, on se met à regarder ce qui se fait, on retourne dans la communication, parce qu'actuellement je travaille dans la communication, on retourne dans la communication et on fait ce qu'on a à faire, et en attendant que les choses se calment. Aujourd'hui, si vous deviez évaluer le travail des femmes dans la presse, quelle serait votre évaluation? Oui, j'aurais dit qu'elles ont abattu un travail extraordinaire. Maintenant, quand je vois une Ndeye Mariam Ndiaye à Sud FM, quand je vois, par exemple, d'autres femmes
dans les médias, la jeune Aïssatou Diop Tall sur la 2STV, quand je vois une Lena Mbaye sur la DTV, quand je vois une Aram Ndao sur la RTS, quand je vois une Aram Touré sur la TFM, une Fatih Ibredjan sur la TFM, on est fiers de voir ce que ces jeunes sont en train de faire. On est fiers de voir ce que ces dames de valeur sont en train de faire. On est fiers de voir comment ces femmes sont en train de s'imposer dans leurs rédactions respectives. Maintenant, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elles soient encore promues, qu'elles aient plus de responsabilités, qu'elles aient plus d'autonomie, qu'elles aient plus de marge de manœuvre pour pouvoir continuer à faire de très belles choses. Les femmes sont compétentes, les femmes sont brillantes, elles sont ambitieuses et elles sont fortes. Si on les met dans les conditions pour pouvoir exprimer leur talent, elles vont faire des choses extraordinaires. Et c'est avec fierté qu'on voit que même certaines qui ont quitté la presse sont en train de faire de belles choses. Hier, j'écrivais pour dire félicitations à Calista Si, qui est une ancienne de la 2STV, qui a été journaliste et qui a fait un chef-d'œuvre aujourd'hui avec sa série. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans d'autres secteurs d'activité et qui sont en train de faire des choses extraordinaires parce que tout simplement, comme je dis, elles sont compétentes. Quel est le conseil que vous allez donner à nous, par exemple, nous jeunes journalistes? Le premier conseil que je donne aux jeunes, surtout aux jeunes dames qui arrivent dans le métier, c'est de se battre à être d'excellentes professionnelles, de se battre pour être de très bonnes journalistes. Ce ne sont pas des choses qui se donnent sur un plateau d'argent. On le mérite, on se l'arrache, on se bat à être de bons professionnels. Il faut aussi toujours dissocier le commentaire du reportage. Faire de telle sorte que notre commentaire à nous, en tant que personne, ne se reflète pas dans notre travail. Tenons-en, nous, aux faits. Rien qu'aux faits. Maintenant, on est libre d'aller dire le fond de notre passé sur nos pages Facebook, sur nos réseaux Twitter, sur nos chaînes en ligne. Ça, c'est nous. Mais quand on est là, en tant que professionnel, on se limite à faire son job et on passe à autre chose. On s'oublie pour représenter le peuple. On s'oublie pour donner l'information au peuple. On s'oublie pour dire ce qu'il y a et non pas commenter avec la façon dont on voit les choses. Et malheureusement, on sent qu'il y a beaucoup de commentaires actuellement dans les médias. Les gens commentent plus qu'ils ne rendent compte. Et les gens commentent plus qu'ils ne reportent. Donc, il faudrait qu'on évite également cela, qu'on reste sur ce niveau de neutralité qui est le nôtre quand on est dans ce genre de situation. Maintenant, quand on quitte le plateau, chacun d'entre nous est libre d'assumer ses amitiés, de dire ce qu'il pense, de dire comment il voit la chose, de dire comment on apprécie certaines choses. Mais là, c'est dans le cadre privé, restreint. Mais quand on est à l'antenne ou quand on est devant sa plume, qu'on se contente de rester professionnel jusqu'au bout des ongles. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Mme Mourietiam ouvre une télévision ou une radio ou un site internet? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut dire que nous ne manquons pas d'ambition, machallah. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a le chantier, il est vaste, il y a énormément de choses à faire. Si on sent qu'on a besoin de créer un cadre dans lequel il va falloir se mouvoir ou créer des outils comme le font beaucoup de gens qu'on respecte, on pourrait l'envisager. Mais pour le moment, on se contente d'être là où on est, tranquille dans notre petit coin, en train de bosser. Et je pense que l'avenir nous édifiera sur ce que les uns et les autres vont faire. Mais pour moi, the sky is the limit. La terre, elle est vaste. L'ambition est le moteur de la vie. Continuons à être ambitieux dans le sens positif des choses, continuons à faire de belles choses, continuons à essayer de faire les choses comme il se doit. Et Inch'Allah, je pense qu'on va y arriver. Et surtout qu'aujourd'hui, on est dans le cadre d'un grand réseau de femmes journalistes africaines qui s'appelle les Panafricaines. On a mis en synergie les femmes dans les médias. C'est un réseau aujourd'hui qui regroupe 400 femmes des médias et qui est un outil puissant en Afrique pour pouvoir porter
les femmes journalistes, pour pouvoir accompagner les femmes des médias, pour pouvoir continuer à pousser ces femmes des médias à éclore, afin que l'Afrique en tire le meilleur bénéfice, afin que l'image de l'Afrique soit des meilleures, afin que l'Afrique se fasse avec les Africains et les Africaines que nous sommes. Et c'est ça notre objectif à travers ce réseau des femmes journalistes d'Afrique qui s'appelle les Panafricaines. Avant de parler du réseau de femmes panafricanistes, ici au Sénégal, les journalistes femmes, est-ce qu'elles ont un regroupement dans lequel... Oui, mais les femmes journalistes, elles sont membres des entités qui existent. Déjà, il y a le SYNPICS. Moi, aujourd'hui, j'aurais bien aimé que toutes les femmes journalistes adhèrent au SYNPICS. Et ça, c'est vraiment un clin d'œil que je lance à ma sœur Aïcha Fall, qui est responsable de la commission féminine du SYNPICS et qui est en même temps membre du réseau des Panafricaines. Donc, c'est avec fierté qu'on parle d'elle, qu'on l'encourage, qu'on encourage le secrétaire général du SYNPICS, notre frère et ami Bamba Kassé. Pour nous, toutes les femmes journalistes doivent adhérer au SYNPICS et doivent adhérer à la Convention des jeunes reporters. Les femmes doivent être dans les organisations. Les femmes doivent militer. Les femmes doivent être syndiquées. C'est important d'être dans de grands ensembles. Aujourd'hui, maintenant, les femmes ont besoin d'espace pour se retrouver. On avait l'APAC, l'Association des professionnels des médias, que Evelyne Silva, ma sœur, dirigeait. Mais depuis quelques années, ce serait bien qu'on redynamise ce genre de structure. C'était prévu pour nous de monter une antenne locale des Panafricaines au Sénégal. C'est toujours de vigueur parce que quand même, on a beaucoup de membres au Sénégal. Et aujourd'hui, malheureusement, on a été plus ou moins retenu avec cette pandémie. Mais dès que les choses vont reprendre, nous allons mettre en place l'antenne du Sénégal pour les Panafricaines et continuer à faire les choses comme on les sent au Sénégal. On ne saurait terminer cette émission sans pour autant vous demander comment vous arrivez à accumuler vie de famille, vie professionnelle et businesswoman en même temps. Ces nombreuses casquettes sur ma tête, bon, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident. Mais heureusement, la première chose qui m'a aidée, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un mari formidable, déjà, très compréhensif, et qui peut comprendre que les horaires, les heures, les contraintes peuvent arriver à tout moment. Ça, c'est de un. De deux, également, je suis fortement convaincue qu'on peut arriver à dissocier ces tableaux qui sont dans notre vie. Quand on est à la maison, on est mère de famille. Quand on est avec son époux, on est une épouse. Quand on est dehors, on est une professionnelle. Et je pense qu'on n'a pas besoin de trop se plaindre. En fait, parce que moi, il y a un verset du Coran qui m'inspire énormément, là où Dieu dit dans Sourate Al-Baqarah, « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Je n'ai mis sur une âme une charge supérieure à sa capacité. Et c'est pour cela que je dis, tant qu'on peut le faire, on essaie de le faire. Maintenant, ce n'est pas évident. C'est vrai que j'avais l'habitude de dire qu'on n'était pas comme des femmes normales. Aujourd'hui, vous travaillez jusqu'à 23 heures, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas mis le dîner, vous avez trouvé que vos enfants ils dorment, vous n'avez pas le même rythme que les autres, mais vous avez la possibilité de vous adapter par rapport à ces horaires-là. Si vous ne travaillez pas le matin, mais vivez votre vie pleinement. Essayez d'en profiter au maximum. Essayez de profiter de vos jours de repos, de vos jours de congé, etc. Maintenant, ça va, le rythme diminue quand même. Mais je pense que toutes les femmes journalistes ont cette contrainte-là. C'est pas facile, c'est pas évident, mais elles parviennent quand même. C'est pour cela que je dis qu'elles sont excellentes, ces dames qui sont dans la presse. Parce que imaginez quelqu'un qui se réveille le matin, qui part en reportage, qui rentre le soir, qui fait sa cuisine, qui range sa maison, qui s'occupe de ses enfants, qui se prépare pour le lendemain, si elle a une émission qui la prépare, qui dort à 2 heures du matin ou à 1 heure du matin pour se réveiller à 8 heures pour retourner au travail. Il faut être vraiment une superwoman extraordinaire pour pouvoir le faire. Donc, chapeau à toutes ces consoeurs qui sont en train de vivre cette expérience-là. Mais quand même, c'est des expériences assez enrichissantes qui nous permettent après de pouvoir faire autre chose, de pouvoir
vivre avec un rythme qui nous permette de nous en sortir et surtout, prenons le temps de chercher l'homme qu'il faut pour pouvoir nous accompagner. Si on prend le type qui attend à ce qu'on lui serve son thé, qu'on lui fasse son petit déjeuner, qu'on lui serve à manger, qu'on lui fasse sa cuisine, n'épousez pas de femme journaliste dans ce cas-là. Mais si vous avez vraiment envie de vivre de belles choses, réfléchissez au profil que vous choisissez parce que c'est très, très, très prenant. Et quand même, c'est important de comprendre que c'est un métier où on bouge beaucoup, où on n'est jamais sur place, où on a beaucoup de contraintes, on parle beaucoup au téléphone, on est très bavard. Donc, il y a beaucoup de choses donc, qui font qu'il faut bien réfléchir avant de le faire. Et vraiment, je pense que c'est fondamental. Vous avez eu la chance peut-être d'avoir un mari qui évolue dans le milieu, d'autres n'ont pas peut-être eu à faire ce choix-là, mais peut-être que vous avez eu à vivre une expérience un peu difficile ou douloureuse par rapport au travail et votre vie de famille. Pouvez-vous nous raconter une anecdote qui vous a marqué? Non, moi, en fait, ce qui me faisait sourire, c'est quand je devais aller en reportage, d'habitude, les tamkharit, je voyais les femmes préparer le tiéré tamkharit, amener le tiéré chez leur belle famille. Moi, je n'avais jamais eu la chance de faire ça. Parce que tout simplement, chaque année, durant la tamkharit, on était programmé pour aller faire les reportages dans les maisons des autres. Donc, nous, on oubliait même qu'on devait faire le tiéré tamkharit. Et c'est comme ça que ma belle famille, la grand-mère de mon mari, préparer le tiéré tamkharit pour moi. Et depuis lors, c'est une tradition qui a continué parce que tout simplement, je n'étais jamais chez moi à l'heure pour préparer le tiéré tamkharit. Et jusqu'à présent, je dis aux gens, ndeysaan, moi je vois les gens bombent leur tiéré là. Nous, c'est des choses qu'on ignorait. Mais bon, maintenant, finalement, on s'y est plus, on a continué comme ça. Mais je dis que il y a toujours des choses. Je vous ai raconté l'épisode sur les maternités parce que, bon, tu ne pouvais pas aussi être en pleine carrière, être là et être obligé de rester 5 mois entre un bébé à attendre, entre une maternité, entre qui tu avais du retard par rapport aux hommes avec qui tu étais de la même promo et qui, eux, n'avaient pas ces contraintes-là. Mais pour moi, je crois fondamentalement au potentiel féminin. Même si les gens ont de la longueur d'avance, on a le potentiel pour les rattraper et les dépasser. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce thème qui parle de la femme dans le milieu de la presse. C'est moi qui vous remercie et qui vous félicite pour cette initiative. J'en profite également pour féliciter votre site, Thiey Dakar. Je vois que c'est des jeunes qui ont envie de faire des choses et des jeunes professionnels d'ailleurs que j'ai trouvés sur place et qui essaient de faire les choses de manière professionnelle malgré les difficultés qui sont aujourd'hui dans le secteur de la presse. Mais aujourd'hui, je pense que ces genres de sites ont besoin d'être soutenus et on invite également le maximum de promoteurs de ce site à renforcer davantage les équipes avec des professionnels, à renforcer les moyens, à faire de telle sorte qu'on comprenne qu'aujourd'hui la télé se trouve dans nos portables. Aujourd'hui, la télé est accessible grâce au numérique et les sites Internet constituent aujourd'hui des sources d'information capitales. Donc, ils doivent être valorisés par un travail de professionnel, renforcé avec des moyens, mais surtout encadré pour que le travail soit de qualité et je vous encourage à continuer dans cette voie. Ça a été un plaisir de recevoir pour ce premier numéro Madame Houraye Thiam Prera. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec une autre femme de presse dans votre émission dédiée exclusivement aux dames qui évoluent dans les médias. Merci beaucoup.